En tant que guitariste, il y a souvent des morceaux super cool, méga cultes, qu'on apprend et qu'on pense bien jouer. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on fait nimp. Malgré le fait qu'on puisse apprendre avec des bons tutos en vidéo, un professeur ou même en autonomie avec des tablatures, on pense que ça sonne, mais il n'y a pas la petite magie qui fait que, ouais, le riff pète et le riff est exactement bien joué. Et attention, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Et c'est assez frustrant parce qu'on se dit, attends, je respecte tout, je comprends pas, je me défonce au maximum et ça sonne toujours pas. Alors ça, je peux vous le dire, c'est pour plein de riffs de guitare. Et aujourd'hui, on va attaquer une pièce méga culte dans la sphère du blues avec un gros poisson guitariste, j'ai nommé Stevie Ray Vaughan, alias SRV pour les intimes, avec son morceau Pride and Joy. Alors sincèrement, ce morceau pour moi a clairement une magie dans le monde du blues et c'est l'un des morceaux que j'ai vu le plus mal joué chez beaucoup de guitaristes, et je me mets dans le panier, dont moi, parce qu'il y a de la magie à respecter si vous voulez. Et aux côtés de Can't Stop des Red Hot Chili Peppers, où j'ai fait une vidéo sur pourquoi les gens le jouent mal, ou même I Wet Well d'ACDC, eh bien ça fait partie des morceaux que on massacre malgré le fait qu'on veuille bien faire. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, ouais mais attends, ce que tu me montres là, c'est tout simplement un mec déguisé en cow-boy qui fait des ronds sur sa guitare et qui joue un blues basique. Oui et non. Alors premièrement, le rond, cette fameuse main droite, qui est pour moi la plus ultime du monde de la guitare, après James Hetfield, désolé je vais me faire des ennemis, mais ce rond, vous verrez, on en reparlera, qu'il a une importance importante. Et effectivement, je vais être d'accord avec certains, c'est un blues classique, mais quand c'est un blues classique joué par SRV, c'est plus du tout un blues classique. Pourquoi? Parce que Stevie Ray Vaughan a l'art d'amener des astuces très particulières, assez techniques, mais surtout de la magie complète autour de son jeu blues. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, on va découvrir que, waouh, il y a un délire monstrueux. Deuxièmement, si vous suivez bien cette vidéo, vous allez forcément upgrader de niveau, c'est une certitude. Et troisièmement, quand vous jouez ce morceau avec toutes les clés, les astuces, etc., à la manière de SRV, c'est un pur kiff, tout simplement. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Ok, donc à l'époque, moi j'ai appris le morceau à ma manière. Ça veut dire qu'en gros, j'essayais de faire un truc qui ressemblait avec les tablatures, etc. Et je me contentais de tout ça. Oui, je faisais ma feignasse. Et je jouais le morceau de cette façon-là. Et on est d'accord, bon, c'est pas fameux, et même si on est plus ou moins dans le délire, on est très différent de ça. Et à force d'écouter et analyser ce que j'aime beaucoup ce morceau, je me suis dit, attends, il y a un truc, ça le fait pas. Il y a un truc qui fait que SRV est connu pour un jeu très redoutable, un jeu très particulier, très teinté, très typé, et ma fierté en a pris un coup, je me suis dit, va falloir foncer et découvrir ses astuces magiques. Donc j'ai regardé les lives, j'ai regardé sa manière de jouer, j'ai tendu mon oreille, et j'ai surtout mis ma fierté de côté pour me dire, ok, tu dois réapprendre tout, et aujourd'hui je vous le partage pour que vous aussi vous puissiez performer votre jeu au maximum. Donc si vous voulez, vous pouvez apprécier cette vidéo en mode Nutella, popcorn, ce que vous voulez, voilà, vous kiffez tout simplement votre life, et si vous êtes guitariste, vous voulez performer, prenez des petites notes, revenez sur cette vidéo, parce que ensemble on va charbonner, ensemble. Voilà, 2 fois ensemble, parce qu'on est ensemble, c'est parti. Ok, alors pour que vous puissiez comprendre les astuces magiques de ce malade SRV, je vous écris déjà le phrasé mélodique, c'est le premier squelette, tout simplement, je vous fais écouter ça. Voilà, c'est le fameux... Tout simplement, voilà, ça c'est la base des bases mélodiques qui permet de kiffer son blues avec plaisir, tout simplement. Donc déjà on pourrait se contenter très bien de cette suite mélodique parce qu'elle est très typée blues majeur avec l'utilisation de la penta majeure et ça marche très bien, c'est les lignes de basse et tout, ça marche. Sauf que quand on regarde au ralenti sa main et on écoute aussi au ralenti le morceau, on voit qu'à un certain moment il se passe quelque chose d'un tout petit peu plus pimenté et qui est très très léger à l'oreille mais qui fait tout, entre guillemets. Ok, donc on prend la phrase en zoom. Ici, cette case-là, on voit qu'il appuie sur la case numéro 4. Alors la case numéro 4 est très particulière dans cette ADN-là, elle rajoute quelque chose de piquant, etc. Mais surtout, vous allez voir par rapport au prochain étage, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est impossible à jouer, vous verrez pourquoi pour adopter le jeu SRV et avoir l'ADN parfaite. Donc c'est vrai qu'avant, je partais sur... Comme je vous ai montré sur la tablature tout à l'heure. Mais lui, il fait un truc au final comme ça, a priori. Donc c'est vrai que cette petite cascade, déjà, elle frotte un tout petit peu quand on la met avec la tonalité du mi.
on en reparlera juste après, d'où l'impossibilité de jouer pour moi ce truc-là, enfin vous verrez dans les étapes suivantes, mais c'est vrai que s'imprègne vraiment de l'ADN encore plus blues que ça ne l'était juste avant, on enlève le côté, pour l'instant, un tout petit peu plus basique, si vous voulez, on vient vers un truc un tout petit peu plus peaufiné, et bien, ça rajoute aussi un côté, et ça montre un côté très pointilleux d'une note qui va apparaître comme ça, un peu en mode fantôme, mais qui fait bien clairement l'ADN du truc, quoi. Et du coup, bah ça, moi, c'est une note que j'oubliais, mais qui est très importante. Et quand on va la coupler à l'étape suivante, on va se dire, mais c'est impossible à jouer. C'est parti, étape suivante. Donc l'étape suivante va encore plus s'approcher du jeu de Stevie Ray Vaughan, puisqu'on va essayer de combler les trous. Et moi, je l'ai comblé d'une manière un peu particulière, qui était assez ressemblant au jeu. J'étais tombé sur une tablature qui m'avait faussé, si vous voulez, la route de la perfection Stevie Ray Vaughan. Bref, vous avez compris, je faisais nimp. Donc en gros, moi je faisais un truc comme ça, avec des petits mutes de partout. À savoir que tout ça est couplé à un rythme très typique du blues, un style rythmique qu'on appelle le shuffle. En gros, on va pas être droit, ta 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 ta. Voilà, on va plutôt être pa 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 pa, comme le blues. Hein. C'est le shuffle, et on a les retours. Voilà, vraiment, stade là, et pas... droit, ça c'est le rock'n'roll les bourrins. Bref, avec tout ça, ça donnait ce style de jeu. Avec une vraie guitare. Ça donne à peu près ce délire-là. Sauf que j'ai pas rajouté ma cascade. Et là, on en vient au truc, dans ma tête, qui, quand j'ai découvert, quasi impossible. Pourquoi ? Parce que la cascade, on devrait la mettre juste ici. Juste après, eh bien, le 3. Et là, on est censé devoir jouer la cascade en retour, parce qu'on est sur le coup voilà, de l'étouffer, en même temps que notre X. Et moi, au début, comment il fait ? Je trouvais ça clairement impossible, et surtout pas joli à l'écoute comme ça, mais il y a un style de jeu justement respecté. Et vous verrez que quand je suis passé, d'ailleurs ne vous arrêtez pas là, pas du tout, parce que quand je suis passé à l'étape d'après, je me suis dit, ah mais en fait ce que je viens d'essayer de faire en motricité, et pour moi c'était chaud, bah fallait que je l'oublie, parce qu'il y a une étape encore plus importante juste après. Donc à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que j'optais tout simplement pour faire ce qu'on appelle un hammer. En gros, je tapais ma case 3, et je venais faire un hammer avec celui-là, tout en faisant mon mute en retour. Donc en termes de coordination, c'était un peu chaud. Donc je suis passé à ce niveau-là, à partir de ce moment-là, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Mais je me suis dit, ok, c'est sympa, je kiffe un peu plus d'ailleurs, au final il y a une meilleure sensation de jeu. Je vois que ouais, maintenant que je la joue, je pourrais plus jouer ce morceau sans cette note, ça paraît un peu fantôme au début, mais c'est méga important pour donner aussi le groove, parce qu'elle arrive sur un contretemps cette note, et elle donne du piment sur un contretemps. Mais je me suis dit, c'est pas encore ça, et je suis pas à l'aise, parce que je calcule mon étouffé, je joue en même temps la hammer, il y a une coordination très bizarre, alors ça augmente un peu le level de décoordination, de mécanique de jeu et tout, mais c'était pas encore ça, parce qu'il manquait une étape au final. Et surtout, je voyais aussi que lui avait un esprit très percussif, aussi un son très à l'arraché. Ce n'est pas crade, c'est un crade magnifiquement bien joué. Enfin, vous voyez, même si je suis à des années-lumière de son niveau, eh bien quand même, j'aimerais me rapprocher un tout petit peu plus de ce qu'il fait, en tout cas l'ADN de son jeu. Donc je me suis dit, il manque quelque chose. Et c'est en allant fouiller des tables vraiment officielles, ou des bons gars aussi sur Internet, des tutos qui font des bonnes vidéos, où je me suis dit, ah ouais, il me manquait une autre étape, et c'est celle que je vais vous montrer. Mais cette étape-là n'est pas encore celle qui fera tout le jeu. Je vous montre à peu près ce que j'ai découvert. En gros, et c'est là où ça devient Showtime, enfin dans un premier temps, premier Showtime, c'est que dans la réalité, on va pas écrire la tablature comme ça, c'est pour ça qu'on la voit pas comme ça sur Internet, c'est que dans la réalité, on va plutôt avoir un truc rempli de X de partout, même à l'intérieur de notre phrasé mélodique, et je vous explique pourquoi. C'est vrai que si on remet au ralenti, on voit un peu ses mouvements, regardez comment sa main où il y a les cases est complètement aplatie, comme si il s'en foutait de là où il touche en fait. Et surtout, le plus important, c'est regarder sa main droite qui touche tout le temps tout, en fait.
Donc pendant beaucoup de temps, et c'est sur ça qu'aussi beaucoup de gens le jouent mal, c'est que, sans être péjoratif évidemment, hein, mais, parce que je me mets dedans, hein, bon, je continue ma phrase, mais ce que je veux vous dire, c'est que pendant beaucoup de temps, ce que j'ai vu et ce que j'ai fait, c'est que moi j'allais sélectionner mes notes. Je prenais vraiment mon Mediator et... je choisissais les notes en question, si vous voulez. Alors que lui, on voit vraiment qu'il... il tape tout, il s'en fout complètement de ce qu'il fait parce que c'est l'étape, justement, de la propreté de jeu maximale. C'est-à-dire que quand lui est en case 2 ici, sa main est bien aplatie. Pourquoi? Parce que il va couvrir en dessous, au-dessus. Tout est tout fait, parce qu'il a une propreté de jeu maximale sans y penser. Et là... il va pouvoir être parfait sur sa note, tout en remplissant le reste... de X qui crée cet esprit percussif. C'est pour ça qu'au final, toutes ces notes-là sont entourées dans la réalité de X. Mais on ne peut pas écrire une tablature comme ça si on a des X partout et on s'en sort pas. Et ça, c'est ce que j'explique énormément dans ma méthode polyvalente, justement. Il y a un gros pavé sur la propreté de jeu. Comment bien placer vos mains pour ne plus avoir ce souci du médiateur et avoir une liberté de jeu parfaite. Mais aussi pour ce style de choses. Donc, la méthode polyvalente, en gros, c'est une énorme méthode de plus de 10 heures de cours avec des chapitres, un peu comme une série Netflix, des chapitres et des épisodes, avec plein de thématiques sur le jeu généraliste pour progresser, augmenter votre niveau, et puis surtout pour même reprendre la guitare ou apprendre de zéro. Donc ça se retrouve sur ma plateforme lachosphère.com où vous suivez avec moi, il y a des backing tracks, il y a des tablatures et tout pour illustrer, et vous performez au maximum. Il y a aussi notre méthode métal et d'autres méthodes comme apprendre les solos, apprendre l'improvisation, la liberté de jeu, ou même maîtriser les logiciels pour guitaristes. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça, j'en parle beaucoup et c'est très important, parce que du coup, on a une autre vision de la guitare, une autre vision du toucher, et on peut se permettre plein de choses, et pour les accords, c'est mortel, les solos, etc., parce que on va venir grâce bien à la chair du doigt, au bas du doigt, si vous voulez, étouffer les choses qui ne nous intéressent pas, et appuyer sur les choses qui nous intéressent. C'est pour ça que du coup, j'ai transformé mon jeu en un jeu beaucoup plus sec, à l'arraché, pour pouvoir vraiment être dans ce mouvement énervé, tout en sectionnant mes notes. Vous voyez, en fait, j'ai adapté ma main de manière à être très plate sur le jeu, en fait, pour sécuriser au maximum, étouffer ce qui m'intéresse pas, et du coup, avoir quelque chose, ici, de beaucoup plus agressif, parce que je pouvais me le permettre, ce qui donne cette sensation encore un peu plus à l'arraché, au final. Donc je m'approchais tout doucement de ce jeu, mais il manquait quelque chose. Il manquait encore quelque chose. La phase la plus complexe. J'ai sué. C'est parti. Car si on écoute encore un peu... on a vraiment cette sensation de lever de tête sur le contretemps, les fameux retours, mais on sent que sur ces retours-là, quand même, ça claque, c'est brillant. Et moi, je l'ai pas. Moi, j'ai un truc étouffé, renfermé, parce que j'ai mis des X partout comme un gros bon bourrin chelou. Si on remet, du coup, mais au ralenti, et on analyse les mouvements en regardant la vidéo, regardez le mini-mouvement très bref de lever de main à chaque fois qu'il vient faire son retour. On analyse au ralenti. Voilà, vous voyez la petite main qui se lève. On va le voir avec un autre plan, par exemple. La main qui se lève. Ici. À chaque fois, il relâche. Sauf sur le 4, justement, ce qui va être dur. Voilà, sa main, elle se lève. On voit qu'il y a le bam, bam, bam. Pourquoi, je me suis dit? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'est infligé cette difficulté? Ça veut dire qu'en gros, tous les X qu'on avait sur notre tablature, les X mais sur les contretemps, au final, sont en 0. Et évidemment, avec ce que je vous montrais précédemment, on garde les X qui viennent englober les autres notes avec la propreté de jeu. Mais ce qui veut dire qu'à certains moments, je dois lever. Quand j'ai mon 3 et 4, au final, je peux pas lever, je peux pas faire ça, on ne voit pas faire ça, parce qu'il faut avoir, en gros, la précision parfaite pour que les cordes à vide sonnent, et à chaque fois avoir ce relevé, revenir sur la main très, au final, et bien propre, mais ensuite relever, revenir sur la main très aplatie pour que ça étouffe, et relever, etc., dans un même jeu en quelques microsecondes qui se passent. Donc au ralenti, ça devrait donner quelque chose presque comme ça. D'accord? On va essayer. Ce que j'ai appris avant en étouffé, et bien là, je sors complètement de ma zone de confort. Et du coup, ce que je joue, ça sonne crado et dégueulasse. Je
Je l'ai dit, ça doit être crado et dégueulasse, assumé mais bien fait, mais pas ce crado-là. Ce crado-là, complètement, bah, encore une fois, dégueu. Ça m'a permis de me dire et de me remettre en question en me disant, ok, bah, va falloir travailler cette mécanique, cette motricité, parce que c'est ça qui fait tout le jeu. C'est ça qui fait tout l'arraché, tout bien l'ADN de ce morceau, et tout le style au final. Et en termes de mécanique même personnelle, ça m'a appris beaucoup de choses, voilà, de la décoordination, tout ça. Donc à force de bosser et m'acharner dessus, j'ai réussi à sortir une version qui n'est pas à son niveau, bien évidemment, mais qui est mieux que la première version que je jouais. Bon, je l'admets, c'est pas encore méga propre, mais je suis plus satisfait de ce que je jouais avant. Ce qui me manque, c'est effectivement la propreté, comme quoi il y a encore du boulot. Ce qui me manque aussi, c'est son côté ultra tight, ultra sec. Vraiment, grâce à ses levées, hein, très propres et très dynamiques. Ça, c'est très dur à avoir dans un jeu où c'est rempli de coups, etc. En plus, voilà, vous le voyez, quand il y a le 4, là... Le fameux 4 qu'on a mis, au final, mon hammer ne marchait plus, donc il fallait que je mette bien mon doigt ici, que j'étouffe le reste et que je libère derrière. C'est un jeu monstrueux qui paraît simple comme ça, mais en fait qui est redoutable encore une fois. Et en gros, la dernière chose aussi, c'est de se dire, mais pourquoi il fait ce rond ? Eh bien, ce rond-là n'est pas là pour rien. En gros, je pense, bon, il y a un style, hein, il en joue, quoi que ce soit, mais quand on applique cette dynamique de rond, on arrive à comprendre l'impact du retour. En fait, comme on est dans un arc, c'est comme si que on insiste sur le... Vous voyez, je suis pas géomètre, ça existe ou pas, mais l'arc de cercle, en fait, du retour, et ça nous permet d'avoir une agressivité, une jetée de poignet, clairement. Bon, ça fait partie aussi de son style visuel, on pourrait jouer sans, mais je trouve qu'on est bien plus à l'aise, on est détendu dans l'allée, et bizarrement, au retour avec un rond, on est plus énervé, plus énergique, ce qui fait ressortir le contre-temps du shuffle, et puis ce qui atténue un tout petit peu les notes ici, qui se mettent on va dire, en réduction par rapport au reste, et ça crée encore plus de synergie, si vous voulez, avec le jeu, et cette approche, hein. Alors, c'est très minime, hein, comme différence, mais moi je le ressens dans mon jeu, j'ai une détente et une agressivité au retour, ce qui est parfait pour ce style-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on fait un rond, du coup, ça guide notre médiator au retour vers, eh bien, le chevalet, donc le côté le plus tendu, le plus strident, le plus agressif des cordes. Donc encore une fois, c'est pour faire remonter ce côté contretemps, bien agressif, à l'arraché. On est vraiment en bout de corde, et c'est mortel pour la tension et apporter ce grain-là. Bref, personnellement, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a toujours du boulot à apprendre et surtout que c'est méga formateur, bien d'aller plus loin dans un riff et surtout jouer l'ADN d'un guitariste. On n'est pas forcément là pour copier, mais parfois quand c'est aussi énorme que ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez augmenter votre niveau, reprendre la guitare, commencer de zéro, etc., bien n'hésitez pas à aller sur lachosphère.com, il y a toutes mes méthodes pour vous aider, où là vraiment bien tablature, backing track, aide, soutien, il y a des groupes Discord comme il y a des milliers de membres, etc., pour vous aider entre vous. En tout cas, ça se retrouve dans la description, lachosphère.com. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de guitaristes un peu chauds comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et surtout, kiffez bien votre vie. Allez faire un petit peu de guitare ou détendez-vous. En tout cas, moi, bien, je vais aller continuer de bosser ça. Lâchez le trait n'est jamais fini comme d'habitude. À très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao.